Bonjour et bienvenue pour le Face à la presse de Mobility TV. Nous recevons aujourd'hui Guillaume Paoli, cofondateur de Aramis Group. On va revenir évidemment avec lui sur l'année 2021 assez dingue qu'a traversé son groupe. Il s'est passé énormément de choses, une entrée en bourse, un marché du VO qui explose, la voiture reconditionnée qui devient un incontournable pour tous. On va voir ce qu'en pense un précurseur de la voiture reconditionnée. Bonsoir Guillaume Paoli, merci beaucoup d'être sur ce plateau. Pour vous interroger à mes côtés, Stanislas Laroumet, journaliste indépendant, spécialiste automobile et fondateur de Ma Voiture Idéale. Bonsoir Stanislas. Bonsoir. Avec nous également, Jean-Éric Raoul, rédacteur en chef Sport Auto et l'Autojournal. Bonsoir Jean-Éric, merci d'être là. Et Patrick Roger, bonsoir Patrick. Bonsoir. Directeur général de Sud Radio. Guillaume Paoli qui vous pose la première question. Oui, année assez sensationnelle, donc comme on vient de le dire en fait à l'instant, vous allez nous le dire avec cette introduction en bourse. Si on regarde un tout petit peu dans le rétro, comment est née cette aventure d'Aramis Auto? Est-ce que vous étiez un passionné de la voiture ou pas? Bonsoir. Alors, cette aventure est née en 2001 dans le studio de Nicolas Chartier, qui est l'autre cofondateur avec qui je co-dirige le groupe. Et on a étudié différents... On voulait créer une entreprise ensemble, on a étudié différents marchés et on s'est intéressé de près à la distribution automobile. C'était pas forcément l'automobile. C'était pas forcément l'automobile. Nicolas est passionné d'automobile et de course automobile. Moi, j'aime bien l'automobile, je ne suis pas passionné de course. Mais on est arrivé là par construction parce qu'on voyait une opportunité incroyable sur ce marché. Patrick, sur cette année 2021 Année 2021 avec cette introduction effectivement en bourse. Quel regard vous portez depuis cette introduction justement? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? 2021, ça a été une année assez riche pour le groupe. D'abord, on a fait un énorme boulot. Les équipes ont fait un énorme travail pour continuer à innover au service de nos clients. On essaie de se concentrer là-dessus au jour le jour. On a fait une acquisition au Royaume-Uni au mois de mars. Ensuite, on a fait effectivement l'introduction en bourse au mois de juin. Donc ça a été une année assez dense. Et donc pour nous, c'était une année assez exceptionnelle. Et le regard, du coup, depuis en fait, cette introduction en bourse, qu'est-ce que ça a changé au sein d'Aramis? Alors, l'introduction en bourse, pour nous, c'était une opération financière. Ouais. Il s'agissait de lever des capitaux pour pouvoir déployer notre stratégie. Écoutez, il y a des éléments positifs et des éléments négatifs. Les éléments positifs, c'est que ça a donné beaucoup de visibilité à la société. Ça permet également d'intéresser plus facilement les collaborateurs à la création de valeur. Ça nous a donné les moyens d'avancer notre stratégie. Il y a un peu plus de lourdeur administrative et réglementaire, mais ça, on savait avant d'y aller. Jean-Éric Raoul. La bourse aussi, il y a des contraintes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire n'importe quoi quand on veut. Enfin, il y a quand même un aspect restriction de la liberté, notamment de l'entrepreneur, parce qu'en face, on claque la porte un peu trop fort et ça peut avoir des effets qu'on ne maîtrise pas bien. Est-ce que ça aussi, ça faisait partie de l'équation au départ ? Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais ça ne restera pas la liberté de l'entrepreneur, ça restera un peu la liberté de communiquer. Donc, je vais faire attention à ce que je vous dis ce soir. C'est ça. Mais on doit fournir une information transparente. Donc, on s'y attache. Mais on avait toujours eu l'habitude, nous, de communiquer sur nos chiffres. Donc, pour nous, ça n'a pas changé énormément de choses. Il y a un peu plus de réglementation à suivre, mais on était prêts. Et puis, il y a aussi cette année avec l'arrivée de Stellantis. Pour vous, ça n'a peut-être pas forcément changé grand-chose, mais malgré tout, d'être une filiale d'un groupe franco-américain-italien, qu'est-ce que ça change aussi? Puis en termes d'opportunités aussi pour faire grandir Aramis Auto. Alors, Aramis est vraiment autonome par rapport à PSA et maintenant Stellantis. Ouais. On n'est pas du tout intégré dans l'organigramme. On ne se considère même pas comme une filiale, mais en pratique, ils détiennent 60% du capital. On a de très bonnes relations avec PSA et maintenant Stellantis, notamment avec toutes les personnes avec qui on travaille depuis 5 ans. Écoutez, pour nous, c'est plutôt une opportunité parce que ça va nous permettre d'avoir accès à plus de voitures d'occasion. On achète des voitures d'occasion à PSA et maintenant Stellantis. Donc on va pouvoir avoir de nouvelles marques et plus de support de leur part. Donc pour nous, c'est plutôt positif. C'est très positif même. Alors justement, est-ce que ça vient pas en concurrence avec leur propre marque, Spoticar, le fait d'avoir Aramis et Spoticar dans le même giron, si j'ose dire? Alors, c'est deux animaux un peu différents. Alors déjà, au sein du groupe Stellantis, maintenant je crois qu'il y a 14 marques, donc c'est pas un problème d'avoir de la concurrence entre différentes entités. Spoticar, c'est plus, de mon point de vue, c'est une surcouche qui vient amener des services aux concessionnaires du groupe, avec une plateforme Internet, un certain nombre d'outils, une marque.
Donc en fait, on était déjà en concurrence avec les concessionnaires du groupe sur les ventes de voitures d'occasion. Donc pour nous, ça change pas grand-chose. Oui. C'est un concurrent au même titre que Heycar ou limite la Centrale ou le Bon Coin. Pour nous, c'est plus des médias qu'autre chose. Alors, c'est un concurrent ou un partenaire, justement? C'est ça qui est peut-être ambigu, non, avec Stellantis pour aujourd'hui et puis surtout demain, où Stellantis va faire de la vente directe? Non, c'est un partenaire. On peut être en concurrence à la marge, mais enfin, le marché est tellement large, notamment le marché du véhicule d'occasion. Il s'est vendu 6 millions de voitures d'occasion l'année dernière. Nous, on a vendu quelques dizaines de milliers, donc on a beaucoup de place pour croître, et nos petits camarades aussi. Jean-Éric ? Alors justement, on va revenir sur cette année 2021, qui est une année complètement atypique pour le marché de l'automobile, et pour le coup qui a théoriquement été moins impacté par la Covid que 2020. Le marché de la voiture neuve, ça a été quand même globalement une catastrophe. Le marché de la voiture d'occasion, au contraire, il semble assez brillant. Est-ce que c'est une tendance lourde? Est-ce que c'est lié à la conjoncture de cette année et à un report éventuel d'achat du neuf vers l'occasion? Comment vous, qui avez une vision quand même globale de ce marché-là, comment vous analysez cette année 2021? Je pense que la bonne santé du marché du véhicule d'occasion n'est pas vraiment due au fait qu'il y a quelques déboires sur le marché du véhicule neuf. Il peut y avoir marginalement quelques volumes qui ont passé l'un à l'autre, mais moi, je suis dans l'automobile depuis 2001. Bon, certains depuis plus longtemps peut-être, mais j'ai connu que 2 années avec des décroissances du marché du VO. 2008, pour les raisons qu'on connaît, et 2020, pour les raisons qu'on connaît. Toutes les autres années, elles ont été positives. Et la raison, c'est qu'en fait, vous le savez, 2 Français sur 3 vont travailler chaque matin en voiture. Acheter une voiture pour un Français, c'est acheter une voiture d'occasion. Une année normale, comme 2019, il se vend 1 million de voitures neuves à particuliers pour 5,5 millions de voitures d'occasion à particuliers. Donc, il y a un rapport de 1 à 6 maintenant, pratiquement. Donc, le marché est résilient, structurellement résilient, et le fait qu'il est cru n'est que marginalement dû au déboire du marché VN. Enfin, en tout cas, c'est mon analyse. Est-ce que, pour le coup, le renchérissement de l'offre en neuf lié à l'électrification forcée, ça ne va pas, là encore, renforcer quelque part le marché de l'occasion? Et quand je dis renchérissement, c'est un des aspects, mais il y a aussi l'aspect incertitude. Les clients en neuf se disent l'électrique, je ne vais peut-être pas y aller tout de suite. Du coup, en attendant, pourquoi pas une voiture d'occasion? Est-ce que, quelque part, c'est une analyse que vous faites aussi? Alors, sur l'incertitude, je ne sais pas. J'ai pas d'éléments chiffrés, donc je sais plus des intuitions, mais je pense qu'on sent quand même un franchissement là, sur l'électrique. Il y a quand même plus de confiance. Il y a des modèles qui, depuis 2 ans maintenant, qui sont vraiment accessibles, avec lesquels on peut vraiment assurer sa mobilité. Donc je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'incertitudes. Puis d'ailleurs, on voit que quand on prend le marché électrique, les voitures électriques, hybrides rechargeables, hybrides non rechargeables, je crois qu'on est à 35% du marché l'année dernière. Donc je pense que c'est en bonne voie. Par contre, ça pose un problème structurel que le pouvoir d'achat, lui, par contre, il n'a pas beaucoup augmenté. On a des voitures neuves qui sont de plus en plus chères. Un dirigeant automobile que je connais un peu, et on en parlait récemment dans un très bon journal, ça va quand même poser des problèmes. Donc nous, avec notre offre de voitures d'occasion reconditionnées, on estime qu'on a une solution efficace d'un point de vue environnemental, efficace d'un point de vue pouvoir d'achat, et en plus on propose une bonne expérience d'achat. Mais on pense que c'est vraiment un produit d'avenir et qu'on a pas mal de croissance à aller chercher. Oui, alors sur ce marché de l'occasion, c'est vrai qu'il y a 2 parties. Il y a l'occasion classique et puis le segment des véhicules reconditionnés, comme vous le faites. Est-ce que ces véhicules reconditionnés sont aussi rentables ou est-ce que pour vous c'est plus rentable ou moins rentable que l'occasion traditionnelle? Alors, l'occasion traditionnelle, bon, des voitures, on en répare depuis toujours. Donc, quand on a lancé ce terme de reconditionner en 2014, c'était pour dire, nous, on reconditionne les voitures de façon industrielle, avec un process très clair et une homogénéité de qualité. Vous avez une expertise au début, vous avez une expertise à la fin, et entre-temps, vous avez la révision aux standards du constructeur, plus tout un tas de choses qu'on fait sur les voitures. Et du coup, on est en mesure de proposer des prix très compétitifs et énormément de garanties, par exemple, 1 an sans aller voir son garagiste. Donc, aujourd'hui, nous, on a un produit qui fonctionne bien. Je ne sais pas vous dire, il n'y a pas de... Parce qu'il y a un surcoût, vous avez forcément un petit surcoût, pour reconditionner, quoi. Alors, donc. On a un surcoût, oui, mais cette valeur, on la transmet au client. Et le client, il considère que, typiquement, satisfait ou remboursé, ou 1 an sans aller voir le garagiste, ça vaut la peine de mettre quelques euros de plus. Après, il n'y a pas une définition précise et réglementaire de ce que c'est qu'une voiture reconditionnée et une voiture d'occasion classique. Donc, je ne sais pas vous dire la part du reconditionné et du non reconditionné.
Nous, on considère qu'une voiture reconditionnée, c'est une voiture qui a suivi un process industriel avec une très très forte exigence de qualité. Justement, jusqu'où allez-vous dans ce reconditionnement? Parce qu'évidemment, il y a des limites de coût. Quelles sont les pièces que, éventuellement, vous n'allez pas changer et celles que vous allez changer obligatoirement? J'imagine qu'il y a aussi un problème de la valeur intrinsèque de la voiture, entre une voiture à 5 000, 10 000 ou 20 ou 25 000 euros. Jusqu'où allez-vous, Aramis? Jusqu'où vous pouvez aller, en tout cas? Alors, c'est une très bonne question. Et on a pas mal travaillé ces dernières années. Enfin, ça fait un moment maintenant que le modèle est stabilisé, mais c'était un des gros problèmes. C'est-à-dire que si vous en faites trop, vous ne gagnez pas d'argent. Si vous n'en faites pas assez, voilà. Donc, nous, vraiment, le modèle, le client est vraiment au centre de notre organisation. D'ailleurs, c'est le fait générateur de notre... Quand on s'est lancé en 2001, on voulait apporter quelque chose aux clients sur un marché qu'on considérait être un petit peu... Enfin, moi, ce que je dis souvent, c'est que la distribution automobile est organisée pour répondre aux besoins du constructeur, et nous, on est organisé pour répondre aux besoins du consommateur. Bon. Donc, nous, le choix qu'on a fait, c'est d'avoir des voitures dans un état mécanique irréprochable, donc révision constructeur, toutes les garanties que je mentionnais tout à l'heure, et après, sur la partie carrosserie, sur l'esthétique, d'être totalement transparent sur les défauts qu'on va laisser. Et quand vous parlez à un client, ça m'arrive de temps en temps d'aller, évidemment, dans nos agences, ils ne vont pas forcément se rendre compte qu'une rayure sur un pare-choc, ça va coûter 300 ou 400 euros à réparer, dans certains cas. Et ils vont être tout à fait à même d'accepter la rayure plutôt que de payer 400 euros de plus sur la voiture. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir des gammes, des voitures qui vont avoir quelques défauts, d'autres qui vont en avoir moins. Et vous avez raison, une voiture très récente, on va en faire plus que sur une voiture qui a 150 000 km. Parce que j'imagine qu'il y a aussi une réduction de coût, de remise à niveau, enfin, du reconditionnement. Plus vous en faites avec des pièces qui peuvent être achetées en grande quantité. Je parle par exemple d'un embrayage sur une Clio qui est une voiture très diffusée. Donc ça, vous pouvez peut-être le faire plus facilement sur ce type de voiture que sur d'autres. Alors c'est sûr que ça va plus vite de faire passer une Clio qu'un SsangYong Rexton, mais on s'attache à proposer un choix très large sur le site. Enfin nous, notre objectif, c'est que notre client, encore une fois, arrive sur le site et trouve la voiture qui lui plaît. C'est ce qu'on essaie de maximiser. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement, mais c'est ce qu'on essaie de maximiser. Donc on essaie d'éviter d'avoir 20 Clio grises qui ont toutes 40 000 km. On essaye un petit peu de panacher et de varier. Quel est le segment d'ailleurs qui est le plus recherché en termes de prix et de voiture, puisque est-ce que vous avez parlé de pouvoir d'achat tout à l'heure, et c'est vrai que c'est capital pour l'achat en fait, de la voiture. Alors, sur le segment, classiquement, c'est les citadines, Clio 207, 208, etc. Mais c'est à l'image du marché. En termes de prix, ce qui est intéressant, c'est que notre offre est particulièrement pertinente pour les véhicules un peu moins chers et un peu plus âgés. Je m'explique. Si demain, vous achetez une Audi A3 chez Aramis, qui a 10 000 km, bon, il y a une offre chez Audi qui va être sans doute un peu plus chère, mais la voiture va être de qualité. Bon. Si demain, vous cherchez un monospace à 10 000 euros, nous, on va vous proposer une voiture avec un prix compétitif, avec toutes les garanties que je mentionnais, satisfait remboursé, etc., etc. Et là, pour trouver une voiture, un monospace de 8, 9, 10 000 euros, 450 000 km, avec toutes ces garanties-là, il n'y a que chez nous que vous allez le trouver. Donc, c'est des voitures qui sont particulièrement recherchées et c'est particulièrement celles qui tournent le plus vite. 10 000 euros, justement, c'est un panier moyen, en fait, aujourd'hui, sur l'occasion. Chez nous, c'est plus élevé. C'est là où je fais attention à ce que je dis parce que l'ordre de grandeur l'année dernière, le prix unitaire moyen en France, c'était l'ordre de grandeur, c'était 17-18 000 euros. Ouais. Donc c'est ça le panier moyen chez nous, avec une petite inflation qu'on a constatée sur le marché. Et vous descendez jusqu'où? Parce que typiquement, la pertinence du service que vous offrez, cette pertinence-là, elle est de plus en plus importante à mesure où la voiture vieillit et où elle a plus de kilométrage. Et pour le coup, le côté réassurance des services que vous proposez, ils sont plus intéressants. Donc vous descendez jusqu'à quel niveau de prix? On s'arrête normalement 8 ans, 150 000 km. Et généralement, ça se traduit en 5 000, 5 500 euros, les voitures les moins chères sur le site. Donc quelqu'un qui cherche une voiture à 2 000 euros, il ne va pas la trouver chez nous parce qu'on n'a pas l'équation économique aujourd'hui. Guillaume Paoli, quel regard vous portez sur cette ruée vers la voiture reconditionnée? Beaucoup de concurrents s'y sont mis. Vous étiez pionnier à Aramis en 2014 avec le site de Donzère dans la Drôme. Vous voyez ça de quel œil? Émile Frey, Renault avec Flin, la Refactory. Et puis est-ce que vous avez des projets aussi de développement de plusieurs sites de reconditionnement?
nous, on voit ça d'un bon oeil. Et puis, de toute façon, un marché sur lequel il n'y a pas de concurrence, on s'ennuie. On s'ennuie. Et puis, ce n'est pas forcément toujours des marchés très intéressants. Enfin, en tout cas, dans la distribution, dans le retail. Donc, nous, on voit ça d'un bon oeil. Et puis, de toute façon, quand on innove, on est condamné à inspirer parfois les autres. Mais du coup, nous, on innove encore plus vite. Et par exemple, une chose qu'on a lancée en 2021 dont je n'ai pas parlé, c'est la livraison en 24 heures. Ouais. Donc là, aujourd'hui, sur une bonne partie de l'offre du site, si vous la commandez la voiture avant 11 heures, on va être en mesure de vous la livrer le lendemain. Et ça, je peux vous dire que c'est un tour de force logistique. Et c'est toujours en essayant d'innover au service de nos clients et d'essayer de mieux comprendre leurs besoins qu'on va continuer à faire la course en tête. C'est en faisant grossir l'offre, du coup, qu'on arrive à être réactif en 24 heures? Ou c'est des process qui changent? C'est plutôt des process qui changent. Les équipes se sont mobilisées en imaginant que ce serait de la valeur pour nos clients. Ça a de la valeur pour nos clients. Alors en plus, en ce moment, il y a des délais incroyables sur les voitures neuves, donc là, ça fait un effet de contraste, même si on ne parle pas de la même chose. Ça fait un effet de contraste. Non, on a des projets de développement. On a annoncé qu'on allait... alors si je parle de la France, on va lancer une nouvelle usine là en 2022, en complément de celle de Donzère. À l'échelle européenne, on en ouvrira une autre également au Royaume-Uni. L'année dernière, on en ouvert une en Belgique. Okay. Donc on continue. Là, et donc à la fin de l'année, on en aura 6. Donc on continue à se développer. Dans chacune de vos usines, vous traitez à peu près combien de véhicules par an? Ils ne font pas toute la même taille, mais pour vous donner un ordre de grandeur, c'est autour de 15-20 000 voitures par an qui sont traitées. Oui, donc c'est pas du petit business là quand même. Non. En termes industriels, c'est des grosses unités. Ouais, c'est des grosses unités. Alors pour ne pas vous ennuyer, puisque vous dites que sinon vous allez vous ennuyer s'il n'y a pas de la compétition, comment vous allez faire et quelles sont les possibilités de croissance aujourd'hui en fait externe? Comment vous voulez grandir en fait demain? Alors notre stratégie, il y a 3 axes. Le premier, c'est de continuer la croissance organique sur les véhicules reconditionnés. Donc nous, à l'échelle européenne, l'an dernier, on a vendu 50 000 voitures reconditionnées sur un marché de véhicules d'occasion qui est de 36 millions. Donc, alors, c'est tout âge, etc. Donc, il y a de la marge. Ça, c'est le premier élément. Donc, on va faire plus d'usines, plus d'acheteurs, plus de marketing. Voilà. Ça, c'est le premier. Plus d'implantation aussi. Plus d'implantation. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, c'est une expansion géographique en Europe. Ouais. Donc, aujourd'hui, on s'est étendu dans 3 pays en faisant des acquisitions. Donc, c'est ce qu'on veut continuer à faire. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et le troisième axe, c'est lancer des nouveaux services, explorer un peu les frontières de la mobilité. Donc là, par exemple, l'année dernière, on a lancé une offre de... Le mot en anglais qui me vient, l'abonnement. D'abonnement, Aramis Flex, qui fonctionne bien. On est en test, on regarde comment ça fonctionne. L'abonnement sur le Evo, vous dites il fallait tenter quelque chose, proposer une offre et voir si ça fait très longtemps qu'on l'a dans les cartons. Ouais. On a vu d'autres lancer. On n'a pas vu aujourd'hui de succès hyper clair à l'échelle européenne sur ce produit-là. Donc on a voulu aussi lancer notre offre pour comprendre quels étaient les besoins des clients, optimiser. Donc là, on travaille dessus. On a lancé ça en fin d'année dernière. Ouais. Et vous dites que ça aura peut-être du sens aussi avec l'électrification du parc VO. C'est pas pour maintenant, mais en tout cas, se dire que peut-être que si je passe sur un hybride à 100% électrique, peut-être que je me rassure, un peu comme le leasing qui est en train de remplacer. Ça peut être une façon de faire venir à l'électrique, à l'hybride, des clients qui peuvent être un peu inquiets sur l'autonomie, qui est tout en haut des listes de soucis, avec le prix, parce que le prix, c'est aussi un gros problème sur les voitures électriques. Et puis sur l'occasion, il y a un deuxième problème, c'est le vieillissement de la batterie, qui est quand même, je pense, qui va être un de vos sujets, puisqu'il y a quand même le coût considérable de la batterie dans la valeur de la voiture, et avec une inconnue, en tout cas pour le grand public, sur la manière dont la batterie va vieillir. Absolument. Donc, ce qu'on peut dire déjà, c'est que les batteries ont fait d'énormes progrès depuis les temps. Nous, je ne sais pas si vous vous rappelez quelque chose, on a vendu des Mia électriques en 2012. Ouais. On a été pionniers là-dessus. Ça n'a pas duré très longtemps. Mais depuis ces temps aventureux, les batteries ont fait quand même beaucoup de progrès. Donc, nous, aujourd'hui, nos usines, certains de nos compagnons sont formés au reconditionnement de voitures électriques. On n'ouvre pas les batteries aujourd'hui. Quand on a un sujet, on voit avec les concessionnaires. Et souvent, ce n'est pas tous les concessionnaires. Bon. Donc c'est un sujet à l'avenir et on est en train de réfléchir aux garanties qu'on peut apporter à nos clients. En tout cas, aujourd'hui, on vend des voitures électriques d'occasion, ça fonctionne. On n'a pas de problème particulier. Sans doute, je n'ai pas les chiffres, mais sans doute probablement un peu moins. Donc de toute façon, on va s'organiser. Et puis de toute façon, là, on est sur les rails. 2035, c'est dans pas trop longtemps. Alors on parle de voitures électriques, mais
sur le marché de l'occasion, quelle est la tendance actuelle pour vendre des diesels? Le diesel est pointé du doigt, il y en a beaucoup sur le marché de l'occasion. Est-ce que vous avez beaucoup plus de mal à le vendre que 4 ou 5 ans en arrière? Et est-ce que la tendance est un peu la même dans les pays où vous êtes présents, la même qu'en France? Alors, il y a une baisse du diesel partout. Alors, en fait, en France, on a été dans l'excès. On est monté à 72% de diesel, ce qui était complètement débile, en fait. Et maintenant, on est descendu à, je crois, 20%, qui est sans doute pas assez. Pourquoi je dis sans doute pas assez? Parce que un véhicule diesel correspond très bien à certains besoins de nos consommateurs. Encore une fois, je reviens aux consommateurs. Et ce qui n'est pas toujours facile à expliquer, c'est que, en fait, finalement, ça émet moins de CO2, donc c'est mieux pour la planète. Par contre, ça émet plus de particules, et ça, c'est pas terrible en ville. Donc déjà, expliquer tout ça, c'est pas toujours super simple. Mais pour quelqu'un qui roule beaucoup, il n'y a pas de débat, il faut rouler en diesel. On a eu plein de clients qui sont affolés après différentes annonces qu'il y a eu il y a quelques années, avec Paris, etc., qui sont passés à l'essence pour revenir 6 mois plus tard en disant « Excusez-moi, mais la voiture, elle consomme 15% de plus, un carburant qui est 15% plus cher, moi je m'en sors pas du tout. » Donc écoutez, on va voir. Nous, de toute façon, on vend les voitures dont on n'a pas tous les problèmes que peuvent avoir les constructeurs qui doivent s'adapter aux réglementations. Nous, on vend des voitures qui ont déjà été fabriquées, donc on a d'autres problèmes, mais on n'a pas cela. Et on est agnostique, nous, sur la motorisation. On va vendre les voitures dont les gens ont besoin. Les voitures, on ne les garde pas longtemps en stock. Donc même s'il y a un mouvement de prix important, ben, on va être impacté pendant 1 ou 2 mois, mais guère plus. C'est quoi la durée du stock? Vous les gardez combien de temps, en moyenne? L'ordre de grandeur, c'est entre 1 et 2 mois. C'est l'ordre de grandeur du début jusqu'à la fin. Et je vous demandais aussi, à l'étranger, est-ce que la tendance est la même qu'en France? Est-ce que c'est aussi compliqué de vendre des diesels dans des pays, je pense à l'Espagne notamment, où le pouvoir d'achat est un petit peu moins élevé qu'en France? Non, on vend des diesels partout, mais c'est juste que ça baisse partout. Ça baisse peut-être un peu moins vite, en Espagne. Mais pour un gros rouleur, un véhicule diesel aujourd'hui, c'est mieux pour lui et puis c'est mieux pour la planète. Donc voilà. Enfin, jusqu'à ce qu'il y ait des voitures électriques qui aient une autonomie large, qui soient accessibles en termes de pouvoir d'achat et dans des pays dont l'électricité est vertueuse comme la France. Et si on peut la recharger aussi? Oui, alors ça encore, on n'est pas encore. C'est vrai que c'est pas encore totalement optimisé, mais ça demande un peu de préparation. Alors sur les consommateurs automobilistes, justement par rapport en fait au diesel, est-ce que finalement quand ils vont chez vous, ils se disent c'est là où je vais faire des bonnes affaires? Forcément comme il y a eu des tensions, là, il y avait un car bashing autour du diesel, et vous êtes obligé d'adapter vos prix pour ça. Alors, vous avez baissé les prix, grosso modo, allez, on fait des soldes un peu sur les diesels, quoi. Bon, nous, on est des distributeurs, donc nous, on s'adapte au prix du marché. C'est-à-dire qu'on va vendre à un prix compétitif. Si on oublie de vendre à un prix compétitif dans cette industrie, ça ne fonctionne pas. Donc, on vend à un prix compétitif. Après, ça, c'est votre base en plus, quoi. Oui. Vendre moins cher. Au tout début, il y a très très longtemps, on vendait des voitures 0 km, on vend encore toujours un petit peu, donc là on était surtout sur le discount, et on vendait des voitures neuves en mandat. Donc on a toujours eu cette image de prix bas, mais c'est important d'être compétitif en termes de prix, sinon on ne satisfait pas les clients et de toute façon on ne vend pas les voitures. Et donc à un moment donné, vous êtes dit, sur le diesel, tiens, on va on a adapté les prix, oui. Alors ce qui était compliqué, c'est qu'on a adapté les prix à la vente, mais il fallait aussi adapter les prix à l'achat. Donc autant avec les professionnels, c'est allé assez vite, autant quand on faisait des reprises des voitures diesel à certains clients, c'était compliqué, parce que voilà. Donc les gens arrivaient en disant, je veux plus de mon diesel, je vais pouvoir bientôt rouler avec. Mais il fallait leur expliquer que on ne pouvait pas les reprendre dans les mêmes conditions qu'il y a 1 an ou il y a 2 ans. Parce qu'il y a plein de gens qui achetaient des diesels pour la valeur résiduelle qui était réputée plus élevée. Et donc, en fait, qui se sont sentis... moi, ce que j'aurais été, on va dire, un peu critique, c'est qu'on n'a jamais eu une feuille de route très claire. J'avais écrit une tribune dans Le Monde, à début 2019, en disant la France a besoin, les automobilistes ont besoin d'une feuille de route claire, qu'on n'a pas eu. On a vu ce que ça a donné après avec toutes les perturbations. Donc là, on y voit quand même un petit peu plus clair. En 2035, fin du thermique. C'est pas acté encore le 2035. C'est pas acté. La France se bat pour qu'on maintienne 2040. Ouais, c'est 2035, on se bat pour 2040, mais comme les Anglais ont dit que ça allait être 2030, je crois que les Danois aussi, on sent bien que ça va se rapprocher sur la fin de la décennie, on verra bien. Jean-Éric ? Justement, là, cette vision européenne, elle est intéressante.
en dehors des questions de carburant de motorisation, est-ce que dans la structure de l'achat, dans la bascule du particulier à particulier à une entreprise comme la vôtre qui fournit un service et qui fournit de la valeur ajoutée, c'est quoi la relation dans les différents pays à la voiture d'occasion ? Alors nous, notre vision, c'est on veut être la plateforme préférée des Européens pour acheter une voiture reconditionnée. Parce qu'on pense que, j'en ai parlé tout à l'heure, que c'est vraiment un excellent moyen pour l'environnement, pour le pouvoir d'achat, de préserver sa mobilité. Donc après, il y a des pays qui sont plus voitures neuves et moins voitures d'occasion, notamment l'Italie, qui est un peu plus sur la voiture neuve que la voiture d'occasion. Mais il n'en demeure pas moins que quand vous expliquez à un automobiliste qui va pouvoir rouler un prix compétitif et toutes les garanties dont j'ai parlé, et je ne les ai pas toutes citées, je pense qu'on intéresse de plus en plus de monde, y compris des gens qui s'intéressaient à des voitures neuves, en plus dans un contexte où elles sont de plus en plus chères. Donc on pense vraiment qu'on a un produit d'avenir. Mais les marchés, la relation à la voiture d'occasion, elle est très différente d'un pays à l'autre en Europe, où finalement c'est à peu près homogène. Je ne peux pas répondre précisément à votre question. Ce que je peux vous dire, c'est que les Anglais changent de voiture tous les 4 ans, les Espagnols tous les 8-9 ans, les Français tous les 6 ans. Avec les Allemands, c'est à peu près pareil. C'est les ordres de grandeur. Donc, effectivement, vendre une voiture en Espagnol, ce n'est pas tout à fait la même chose que vendre une voiture en Anglais, qui, pour plein de raisons différentes, va changer de voiture beaucoup plus souvent. Donc, je ne peux pas répondre précisément à votre question, mais en tout cas, je peux vous donner ces éléments. Guillaume Paoli, sur Stellantis, cette galaxie Stellantis, vous en faites partie, donc évidemment. Carlos Tavares a dit au CES de Las Vegas, il n'y a pas très longtemps, que Stellantis allait devenir de plus en plus une boîte de tech que d'automobile. Est-ce que c'est aussi un peu l'avenir d'Aramis ? Est-ce qu'il y a quelque chose à jouer, la data, être innové là aussi, à proposer on a toujours été une boîte de tech, puisqu'on a commencé dès le début, dès 2002, on avait un site internet et on proposait déjà des voitures. Donc en 2002, le site n'était pas très performant, mais on a été les premiers à vendre des voitures vraiment sur internet. Donc nous, on a toujours été une boîte de tech. Après, la tech, on l'utilise pour vendre les voitures et pour rendre l'expérience d'achat efficace pour nos clients. Nous, on ne fabrique pas de voitures. Mais par exemple, dans l'usine de reconditionnement, on utilise beaucoup de tech pour accélérer les flux, pour aller plus vite sur l'identification des défauts, pour offrir de meilleures garanties. Donc, on a toujours été une boîte de tech. Donc, pour nous, ça ne va pas changer. Effectivement, je pense que Carlos Tavares... il y a une prise de conscience que la tech que le produit automobile va être de plus en plus tech dans les années qui viennent. Ce type de partenariat, d'accord, avec Amazon, c'est le sens de l'histoire ? Je dirais que oui. Après, je connais pas les détails de l'accord et modestement, je ne sais pas gérer un constructeur automobile, donc je ne vais pas me prononcer. Ce que je sais, c'est que c'est pas un secret de dire que Tesla, quand on rentre dans une Tesla et qu'on utilise l'OS de Tesla, c'est un peu différent qu'aller dans une Volkswagen ou une Peugeot ou une Renault. C'est pas du tout la même expérience en termes d'operating system, quoi. Oui, pour poursuivre sur Stellantis et vos relations, est-ce que vous allez toujours être maître, maintenant qu'ils sont actionnaires, quand même, maître de votre stratégie, ou est-ce que la stratégie sera décidée par Stellantis, qui est en train de remettre les choses en place aussi sur les rails avec cette fameuse vente directe ? En clair, votre business model, est-ce que vous allez pouvoir décider de son avenir et de son orientation? Je pense que oui, et je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est-à-dire que l'opération qu'on a faite en 2016 avec PSA à l'époque, ils n'ont jamais dit on va vous intégrer, etc., parce qu'ils savaient qu'ils allaient nous tuer. Donc ils avaient compris. Moi, je considère que PSA, c'est une entreprise qui a vécu en anglais, on dit near-death experience, là. Ouais. Et donc, on voit qu'ils ont vraiment qu'il y a une mentalité qui était différente, et c'est pour ça qu'on s'est allié à eux, qu'ils ont pris une majorité du capital. Mais l'accord a toujours été clair, on consolide, on vous supporte au sens anglo-saxon du terme, mais on ne va pas se mêler de la gestion. Parce qu'on ne sait pas gérer une boîte digitale, et puis on compte sur vous pour le faire. Je crois qu'ils n'ont pas été forcément déçus sur la création de valeur là, entre 2016 et 2021. Donc on continue comme ça. Mais Stellantis, ça change, c'est plus PSA, il y a une autre dimension. Demain, les dirigeants peuvent changer, la stratégie peut complètement changer, ils sont actionnaires majoritaires. Donc mais aujourd'hui, on a on est totalement autonome sur la gestion. On a un conseil d'administration dans lequel Stellantis est minoritaire, ils ont 4 positions sur 9.
Donc après, vous savez comment ça fonctionne. Hein. Si demain ils veulent changer les dirigeants, ils peuvent le faire. Mais aujourd'hui, ça se passe extrêmement bien. On rachète beaucoup de voitures. Je pense qu'on a échangé pas mal de pratiques. Et donc nos intérêts sont alignés. Mais justement, ces voitures, elles viennent d'où? Alors, toutes les voitures que vous vendez d'occasion, et puis certaines neuves aussi. Donc, de moins en moins, vous disiez. Oui, alors les neuves, on en vend peu et on les vend en mandat. On vend encore quelques voitures 0 km, qui sont des voitures d'occasion. Et les voitures qu'on propose, ça dépend des géographies, mais en France, par exemple, majoritairement elles viennent de particuliers. Donc, c'est des voitures qu'on reprend dans le cadre d'un achat où on fait de l'achat sec. Hein. Dans notre jargon, c'est des reprises illico. Et le reste, ça vient de louer en longue durée, les enchères, Stellantis, des concessionnaires, etc. Et c'est vrai que cette portion, elle s'est un peu réduite l'année dernière parce que moins de voitures neuves, moins de buyback, etc. Et heureusement, on savait acheter des voitures en particulier et on a fait plus d'efforts pour acheter plus de voitures en particulier l'an passé. Alors vous disiez, il y a quelques secondes, que vous étiez un des précurseurs sur l'achat de la voiture en ligne. Ouais. Vous avez quand même un certain nombre d'agences physiques partout en Europe, enfin dans les pays dans lesquels vous êtes présents. Est-ce que ça vaut le coup encore de les conserver, de les maintenir? Est-ce que ça rassure le client? Pourquoi vous les conservez et quelle est la proportion d'achat dans ces agences par rapport à l'achat en ligne? Alors, c'est une question intéressante. Donc, ces agences, elles ont 3 fonctions pour nous. La première, c'est d'offrir aux clients qui veulent rencontrer quelqu'un cette possibilité-là, parce que c'est important pour tout un tas de clients. Hein, et puis, l'âge moyen d'un acheteur, l'âge moyen de l'acheteur de voitures d'occasion, c'est 44 ans, et voitures neuves, c'est 54 ou 55 maintenant. Donc, il y a des clients qui veulent faire ce parcours. C'est le deuxième investissement des ménages, premier élément. Deuxièmement, pour nous, c'est des bases logistiques. Donc, on va acheminer les voitures, on va les livrer à nos clients, ou ça va être la base où on va livrer à domicile les voitures de nos clients. Et enfin, d'un point de vue marketing, ça fait rayonner la marque, ça fait une présence. Donc, mais par contre, on n'a pas besoin d'ouvrir de nouveaux points de vente pour faire de la croissance. L'année dernière, en France, le chiffre d'affaires a cru de 15% et on n'a pas ouvert une seule agence. Au niveau européen, on a fait 26% de croissance du chiffre d'affaires, on n'a pas ouvert une seule agence. Donc on n'a pas besoin d'ouvrir des agences, d'autant plus que même si vous venez dans une agence en France, vous allez voir quelques voitures pour dire que dans l'automobile, mais en fait la voiture vous allez l'acheter en ligne, mais sauf qu'il y a un conseiller commercial avec vous. 95% des gens qui achètent une voiture chez nous ne l'ont pas vue avant de la payer complètement. Donc on n'a pas besoin d'agence, par contre elles ont ces fonctions utiles et tactiquement on sera amené à en ouvrir une par-ci par-là, mais ce n'est pas au cœur de la stratégie. Eh bien parfait, merci à vous Guillaume Paoli pour ce Face à la presse de Mobility TV. Merci d'être venu en studio et on se retrouve évidemment très vite sur le plateau de Mobility TV.